façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision. Cela dit, célébration ce jour 12 août 2020 de la Journée internationale de la jeunesse, couplée au lancement du projet Include au niveau du gouvernorat de la région de Niamey. Cette cérémonie a été organisée avec l'appui d'Oxfam Niger, les temps forts avec Ralia Sami sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. L'engagement de la jeune fille dans la vie associative, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème retenu au niveau national par le Conseil national de la jeunesse pour célébrer cette édition 2020 de la Journée internationale de la jeunesse qui est couplée au Niger au lancement du projet Include initié par Oxfam et qui sera mis en œuvre par le Conseil national de la jeunesse. Les pertes ou le non-accès aux emplois au niveau des jeunes et des jeunes femmes vulnérables sont des facteurs qui risquent d'aggraver les inégalités à travers le monde et surtout dans les pays pauvres dont nous ne sommes pas exclus. Ce constat n'exclut pas même les pays développés ou les grandes puissances industrialisées. C'est dans ce cadre que Oxfam à l'international, Oxfam au Niger, que j'ai l'estime d'honneur de présenter au Niger, se sont interpellés pour agir auprès des autres acteurs du développement et des autorités gouvernementales, les autorités communales, pour contribuer à promouvoir le processus basé sur des données provantes d'élaboration de politiques de développement inclusif au Niger. Le président du Conseil national de la jeunesse est revenu sur l'importance du thème retenu au Niger pour la circonstance. Le thème mondial qui est l'engagement des jeunes pour une action mondiale nous demande de nous engager davantage. Mais nous avons compris que dans cet engagement que nous menons quotidiennement, les jeunes femmes sont en marge du processus. Et pour répondre à cela, le gouvernement nigérien a renforcé le décret qui porte sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse en réservant 3 places sur 7 dans chaque instance dirigeante. Pour nous, cela n'est pas suffisant. Il va falloir aller au-delà. Il va falloir motiver nos parents à accepter à ce que leurs enfants s'engagent dans la vie associative. Parce qu'elle est d'une part formatrice, mais aussi promotrice. Nous avons vu beaucoup de jeunes, puisque à diplôme égal, celui qui a une expérience dans la vie associative va vous devancer. À diplôme égal, celui qui a une expérience de vie associative aura plus d'opportunités que vous. Et nous pensons qu'aucun développement ne peut se faire en mettant la femme en marge du processus. Nous avons compris cela dans toutes nos actions et moi je suis convaincu que plus les femmes prennent le devant, plus les choses vont aller de l'avant. Prononçant le discours d'ouverture des travaux, le ministre de l'Entrepreneuriat des jeunes a réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner les jeunes, surtout en matière d'entrepreneuriat. Chers jeunes, nos gouvernements doivent mettre en œuvre des solutions aux défis et mécanismes pressants tels que le chômage des jeunes, les conflits, l'immigration irrégulière, les violences basées sur le genre, les changements climatiques, les urgences humanitaires, mais aussi certains des défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 qui a mis à rude épreuve nos jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de la recherche des solutions à ces défis et menaces pressants, le gouvernement du Niger a mis en place un plan de contingence d'urgence comprenant tous les secteurs de notre économie et concernant toutes les couches sociales de notre pays, notamment la jeunesse. C'est pour vous dire que le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou,
et la conduite éclairée et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort en vue de soutenir cette jeunesse et en faire d'elle le véritable fer de lance du développement économique de notre pays. Tout au long de cette journée, les jeunes auront à mener des débats fructueux autour de la thématique retenue afin d'aboutir à des propositions idoines pour l'amélioration de la politique de développement des jeunes dans notre pays. Nous sommes en période hivernale et comme prévu par la météo, l'on enregistre une forte pluviométrie sur l'ensemble du pays, ce qui laisse présager un risque d'inondation dans certaines zones. Le maire président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, est revenu dans cet extrait sur les dispositions mises en place pour la prévention de toute éventualité. On le suit. Nous ne disons pas que nous allons solutionner tous les problèmes, mais quand on connaît un problème, on peut anticiper. Quand les populations connaissent un problème, ils peuvent anticiper. Nous avons des quartiers qui se trouvent dans des habitats précaires. Ce sont les maisons en terre. En plus de l'habitat précaire, un habitat précaire qui se trouve dans une zone d'inondation, vous voyez, la vulnérabilité ne fait qu'augmenter. Et nous sommes conscients de cela, c'est pour cela que nous anticipons. Tous les endroits à problème, nous avons pu en tout cas convoquer les chefs de quartier, les informer pour qu'ils nous alertent autant que possible. Je vous donne l'exemple, il y a 2 ans de cela, le problème qui s'est passé à Soudouré. Chaque fois vers Gabgora. Aujourd'hui, nous sommes très rapidement en début de saison, nous restons en contact avec ces chefs de quartier pour anticiper les problèmes. Et tout récemment, le problème allait ressurgir lorsque nous sommes intervenus et ça a permis aujourd'hui. Donc il y a plein de situations, il y a plein de dégâts que nous évitons en anticipant sur ces problèmes. Donc aujourd'hui, pour régler la question de l'assainissement de la ville de Niamey, il faut non seulement travailler sur ce document-là, sur ce schéma directeur, il faut travailler avec les sous-bassins de la ville de Niamey, mais parallèlement, il faut gérer aussi les urgences. Et c'est ce que nous sommes en train de nous atteler à faire, que ce soit au niveau du bord du fleuve, au niveau du périmètre du fleuve, au niveau des vallées de Guntiena, au niveau des mares, au niveau de tous les quartiers qui se trouvent dans des aléas très forts, nous sommes en train de prendre des précautions. Rester en contact avec ces populations, rester en contact avec ces chefs de quartier pour que, à chaque instant qu'il y a intervention, que nous puissions être là au moment où ils ont besoin de nous. Et nous allons continuer, chemin faisant, avec méthode, à régler ce problème. Et je tiens à prévenir la population de Niamey. La prise en charge de la question de l'assainissement de la ville de Niamey va prendre du temps. Parce que tout simplement, le problème s'est accumulé pendant des années. La question n'a pas été suffisamment prise en charge. Dans le cadre du programme Niamey-Niala, la question de l'assainissement y figure. Mais bien d'autres questions figurent. Et beaucoup de choses ont été faites dans ce cadre. Et Niamey-Niala ne fait que commencer. Et le travail va se poursuivre avec la même dynamique, avec la même ambition pour que nous puissions faire de la ville de Niamey un lieu où il fait agréable à vivre. Donc, voilà. Et nous avons, je tiens à préciser, à l'entame de cette saison de pluie, nous avons fait un communiqué. Et tout récemment, nous sommes renseignés avec la météo qui nous a déjà prévenu qu'il y aura des grandes pluies. Et nous avons fait un communiqué. Dans ce communiqué, nous avons rappelé aux populations les zones très vulnérables. Nous avons rappelé aux populations des contacts, le numéro des pompiers, le numéro de Ignala, le numéro que nous avons créé sur une plateforme WhatsApp, tout cela pour que ces populations puissent nous communiquer les problèmes qu'elles vivent et que nous puissions apporter notre concours. Ces derniers temps, l'on enregistre de fortes précipitations sur l'ensemble du territoire national, ce qui pourrait occasionner des inondations, notamment sur les rizières et autres endroits inondables. Comment parvenir le même scénario des années précédentes? Élément de réponse dans ce reportage de Rali Assami. Comme prévu par la météo, le Niger enregistre d'énormes quantités de précipitations, surtout en ce mois de juillet 2020. Ce phénomène inquiète les populations, car il y a un risque sérieux d'inondation aux conséquences lourdes qui planent à l'horizon. Et cela pourrait concerner plusieurs domaines d'activité. Avec les effets liés au changement climatique, ce que nous observons,
c'est que nous avons des pluviométries cumulées, parce qu'on enregistre en un seul jour parfois plus de 200 mm. Et généralement, avec ces 200 mm, ça ravage tout sur son passage. Donc, les aménagements sont concernés, les champs sont concernés, le secteur de l'élevage est concerné, mais les habitations aussi sont concernées. Et parfois, on enregistre même des pertes en vie humaine. Je crois que jusque-là, on a perdu jusqu'à 9 personnes. C'est vrai que avec les inondations, au niveau des aménagements, ce que nous enregistrons, c'est que la plupart des aménagements parfois sont engloutis. Alors donc, du coup, ceux qui sont en train de faire le riz, et d'ailleurs maintenant ce n'est même pas le riz seulement que les gens cultivent, tous les bas-fonds sont utilisés pour faire d'autres cultures. Alors donc tout ça là, c'est balayé. L'autre élément, c'est que avec les pluies qui reviennent, alors qu'il y a beaucoup qui n'ont pas semé, tous ceux qui ont les zones sableuses risqueraient de ne pas avoir quelque chose, puisque le mil ne pourra pas germer, parce que le mil a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'aération pour pouvoir germer. Alors donc là, on va enregistrer des conséquences. L'autre, c'est que les animaux sont faibles. Le fait que la sécheresse a été trop longue, donc les animaux sont faibles. Alors donc ces animaux-là, avec une forte pluie, c'est clair qu'on risquerait de perdre beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, dans la plupart des zones où il y a eu beaucoup de pluviométrie, vous allez voir, on perd beaucoup d'animaux parce que ces animaux ne sont pas en bon point. Pour prévenir la répétition des scénarios connus les années précédentes, les autorités ne sont pas restées bras croisés. C'est que nous essayons de mener des actions d'information et de sensibilisation pour leur dire, voilà ce que la météo prévoit. Donc pour s'aimer, il faut utiliser des semences adaptées à ce contexte d'inondation. Nous sommes en train de pousser les instituts de recherche pour produire des semences aujourd'hui adaptées à ce genre de système. Le deuxième élément que nous essayons de faire, c'est d'attirer l'attention de la population pour éviter les zones où on est sûr qu'on va avoir des inondations. Ça, c'est pour éviter les pertes en vie humaine. Alors le dernier élément, c'est qu'au niveau de l'État, nous attirons leur attention aussi pour venir en aide, parce qu'il faut prévenir. Relever les digues là, ça c'est un élément, mais voir aussi au niveau des villages quels sont les soutiens qu'on peut apporter pour que les gens puissent commencer à quitter les zones où on est sûr que chaque année on va enregistrer des inondations. Donc c'est de les aider au niveau des collectivités pour qu'ils aient des zones où ils peuvent habiter, parce que certains, même s'ils veulent quitter, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc ça, c'est une question où c'est l'État qui doit voir dans quelle mesure il puisse aider la population, en tout cas à trouver des terrains pour qu'ils puissent avoir de nouvelles habitations. Avec ces différentes réalisations entreprises, les populations restent confiantes et se sentent mieux préparées pour faire face à toute éventuelle survenue de catastrophes naturelles. Et si donc, pour mettre les populations à l'abri des aléas climatiques, toutes les dispositions sont en train d'être prises à tous les niveaux. Parlons des grandes vacances, plus précisément de l'enseignement islamique. Un moment privilégié pour les parents pour l'éducation islamique de leurs enfants. Reportage. Communément appelé Makaranta, les écoles coraniques assurent aux jeunes enfants une formation religieuse pendant le temps de vacances. C'est donc pour apprendre leur religion que les parents envoient leurs enfants dans les écoles coraniques pendant cette période de vacances scolaires. Chaque année, nous organisons ce genre de cours de vacances afin que les enfants puissent bénéficier du temps qu'ils ont pendant ces vacances. Donc notre objectif est d'amener notre contribution à la Oumma islamique pour que les enfants aient une connaissance sur leur religion qui est l'islam. C'est pour cela que nous organisons ce genre de cours de vacances afin de leur préoccuper leur temps que de les laisser dans la rue courir d'ici par là. Les jeunes apprenants sont ainsi initiés dans différentes filières spécifiques. Les filières, il y a le Coran, il y a les hadiths du prophète, la vie du prophète, le monothéisme, les azkar, les azkar, les invocations. Et donc il y en a voilà, autre matière à part cela. La formation dure 2 mois vis-à-vis de la situation actuelle qu'on est dedans. Normalement, les années passées, on a jusqu'à 3 mois. Mais cette année, on a seulement 2 mois, Inch'Allah, qu'on va essayer de gérer la formation, Inch'Allah. Un certificat, il y a 2 examens même qui vont, 2 compositions
pendant la formation. Donc à la fin de la formation, il y a les bulletins qu'on livre aux parents afin de leur montrer ce que leurs enfants ont appris pendant ces cours de vacances. La parole, c'est d'appeler aux parents et de leur dire d'être engagés envers leurs responsabilités. Donc vis-à-vis de la situation, les parents n'ont pas assez de temps maintenant pour apprendre leurs enfants ce qui est de leur religion. Donc ils n'ont qu'à amener les enfants pour qu'on leur apprenne leur religion. Les parents sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux écoles coraniques pendant les vacances scolaires pour une bonne formation religieuse de leurs enfants. C'est d'ailleurs un des droits des enfants vis-à-vis de leurs parents. Restons sur le même sujet pour parler de ce que dit l'islam à propos de la mendicité. Reportage. Si par le passé, la mendicité était l'apanage des personnes victimes d'handicap physique ou mental et quelques enfants envoyés par leurs parents pour fréquenter les écoles coraniques, aujourd'hui, la situation est tout autre. La mendicité prend de plus en plus de l'ampleur, notamment chez les jeunes filles dans les villes comme Niamey, où le phénomène est complexe et préoccupant. Presque tous les coins et recoins de la ville de Niamey sont assaillis par ces dernières, d'où leur exposition à tous les dangers. Je crois comprendre que ces jeunes filles-là sont quand même des enfants. L'enfant, c'est donc par définition tout être humain dans l'âge y compris entre 0 et moins de 18 ans. Et cette appellation-là n'est pas une appellation fortuite, c'est lié effectivement au statut, le fait que en termes de maturité, ces personnes-là n'ont pas encore atteint toutes les capacités de leur développement sur tous les plans, mais également c'est du fait que ce sont des êtres qui sont quand même fragiles et qui ont besoin en tout cas de protection spéciale. Alors maintenant, que ce soit des jeunes filles qui se retrouvent à tendre la main à des inconnus, vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même des risques. Il y a aussi le risque que nous sommes quand même dans des gros centres urbains. Au niveau de la circulation, il y a les risques d'accident. Mais il y a aussi de nos jours ce risque aussi d'enlèvement, comme nous avons eu de par le passé à connaître des cas. Mais le plus grave, comme je l'ai dit, c'est que c'est quand même une pratique qui a des effets négatifs sur leur droit à l'éducation, sur leur droit à la santé, sur leur droit à la protection, sur leur droit, en tout cas, d'être une personne responsable de demain. Face à ce phénomène préoccupant de mendicité chez les jeunes filles, des mesures de protection ont été prises en vue de les empêcher de sombrer dans la délinquance, voire même de fois à la prostitution. Une fille qui se met à tendre la main, parce que souvent il y a quand même des adolescentes qui ont à peu près 12, 13, 14 ans, il y a le risque qu'elle s'expose aux hommes, j'allais dire aux dépravateurs. Donc c'est dire quand même qu'il y a le risque qu'elle s'expose à la prostitution. Il y a véritablement une dépravation des mœurs, mais à côté de ça, il y a aussi la pauvreté, la vulnérabilité des ménages. Vous avez connu le phénomène dans le bon, à quelques enclaves d'ici. Donc c'est dire qu'il y a véritablement un danger, mais la loi est claire. Nul ne doit entraîner une mineure à se prostituer à son profit, et là on tombe sur la traite des personnes. Alors, au-delà de ça, je pense que ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre. Et il faudrait qu'à ce niveau aussi, la loi puisse en tout cas être appliquée dans toute sa mesure. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que parce qu'une famille est vulnérable, sa fille doit être contrainte à se prostituer. Cependant, la mendicité ne s'explique pas seulement dans toute son expression par la pauvreté, des facteurs socio-culturels et une mentalité d'assistanat contribuent aussi à alimenter ce phénomène très déplorable. Que c'est un véritable fléau pour lequel je salue en tout cas l'initiative de Tambara qui s'intéresse à ces questions de femmes-là. C'est un déni de droit. Ces filles-là doivent être à l'école. Nous les avons identifiées,
Nous avons fait, en tout cas, la recherche familiale. Nous sommes allés avec le chef de groupement Peul de Koni. Nous avons été un peu partout dans la localité de Yeya, dans des villages comme Kenkelechi, où une bonne partie de ces filles-là sont originaires. Et j'avoue, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas une question de pauvreté. Nous avons retrouvé une femme qui avait sa fille dans la salle où nous étions partis pour tenir la réunion. Cette bonne dame-là a plus d'une centaine de vaches. Il y a un mythe où ils disent l'argent de la mendicité est béni. Si l'islam recommande aux fidèles la solidarité entre frères, il exhorte encore plus à chacun un effort personnel pour subvenir à ses besoins. Mais il est triste de constater que certains individus utilisent la religion comme prétexte à leur fainéantise et profitent ainsi pénalement pour vivre sur le dos des autres. Point final de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.